Structure et données, on va voir avec vous les données structurées, la zone mémoire PTA d'allocation dynamique et on va explorer de quelle façon on peut créer des structures de données comme liste chaînée. Nous avons vu avec vous des données simples, par exemple, nombre entier, type caractère, pointeur qui représente une adresse. Les nombres flottants, on verra avec vous juste après le sujet d'aujourd'hui. Nous avons vu que les données peuvent encoder des instructions machines. Souvent, on a besoin d'utiliser les données structurées, données complexes comme tableaux dont les chaînes de caractères et tableaux à plusieurs dimensions. Ça, nous avons déjà vu avec vous de quelle façon manipuler ces données structurées. Aujourd'hui, c'est ça, on va ajouter les types enregistrement type objet. La manipulation des données est effectuée dans des registres. C'est rapide et accessible en tout temps, mais les registres possèdent les tailles limitées et aussi sont en nombre limité. Nous avons vu que l'utilisation des registres aussi suit les règles d'IBI pour les routines. On peut aussi allouer l'espace en mémoire pour les opérandes. Donc, on peut allouer les données globales dans le segment data. La durée de vie des variables globales et tout le programme. Les données locales, on utilise la pile d'exécution et la durée de vie. Dans ce cas, c'est tant que la routine est active. Les données complexes représentent en soi un tas de bits et le sens des tas de bits et la manipulation doit être plutôt définie par nous-mêmes. Les données complexes, ce sont aussi les tas de bits, mais il faut pouvoir correctement les modéliser en langage d'assemblage pour comprendre qu'il s'agit de données structurées, données complexes et pour pouvoir les traiter correctement. Dans les langages de haut niveau, les données structurées complexes sont modélisées par les enregistrements aux structures et par objets. Ça, c'est les instances de classe, mais les objets, ça c'est comme approche orientée objet et bâtie sur l'approche procédurale. Ça veut dire que les comme structure, comme enregistrement étaient comme un petit peu comme élargi comme concept et dans l'approche orientée objet, au lieu de représenter seulement les données comme objet où on spécifie pour un ensemble de données avec les caractéristiques semblables leurs propriétés en définissant les attributs qui expriment ces propriétés communes. Aussi, dans l'approche orientée objet, aux attributs, on a ajouté aussi la description du comportement en forme d'un ensemble d'opérations permises. Donc, ici, plutôt comme à ce niveau de modélisation, on va considérer seulement la description comme des propriétés communes lorsqu'on parle des données structurées. C'est-à-dire que l'ensemble d'attributs, si on utilise la notion objet. Donc, en langage d'assemblage, c'est nous qui devons comme tout gérer, tous les détails de ces représentations. Et avec vous, on va regarder, c'est les données structurées, structures. Par la suite, on va voir avec vous
la zone mémoire d'allocation dynamique, on va parler de DA. En anglais, le terme, c'est HEAP. Par la suite, on va voir de quelle façon on peut modéliser la structure de données liste chaînée. On va discuter les structures avancées et finalement, je terminerai par la conclusion. Structure. Le terme structure dans le langage de programmation de haut niveau, comment spécifier un agrégat de données possiblement hétérogène. Dans cet agrégat, les données hétérogènes sont spécifiées dans les champs. Dans l'approche orientée objet, c'est ça, c'est le terme employé, ça c'est objet, attribut pour les champs ou variables d'instance. Mais on nommait, c'est ça, c'est la notion de méthode pour définir structure, comme pour égaler, pour plutôt comme de spécifier structure en utilisant la terminologie orientée objet. C'est ça, c'est les termes synonymes enregistrement, agrégat, struct, record, aggregate. Ça, c'est les termes en anglais. Le nombre et les tailles des champs sont fixes. Exemple des structures dans les langages de haut niveau, struct en C. Par exemple, un tuple de base de données, un objet sans méthode dans les langages orientés objets comme Java. Et voici l'exemple de la structure, de type structure écrit en Java. Donc, comme vous voyez, ça, c'est classe qui porte le nom produit et on peut définir les trois champs. Ça, c'est code, prix et nom. C'est la courte description, chaîne de caractères. En assembleur, les données structurées sont toujours stockées en mémoire. Et les champs sont stockés l'un après l'autre et la taille de la structure vaut la somme de la taille des éléments. On peut accéder au champ de la structure en se basant sur l'adresse du premier champ. C'est l'adresse mémoire de la structure. On peut mettre cette adresse dans un registre, c'est un registre base. Et par la suite, on joue sur les déplacements. Donc, on spécifie la position relative du champ par rapport à l'adresse de base. Donc, on utilise une valeur immédiate qui représente le décalage par rapport à l'adresse de base. Donc, on somme et l'adressage de base qu'on a vu avec vous dans le jeu d'instruction RISC-V peut faire la somme pour nous, ce qui est pratique. Regardons ici de quelle façon on peut représenter en mémoire notre structure produit avec les trois champs code, prix, nom. La taille totale d'un produit, c'est 16 octets. Voici les détails. Code du produit, c'est un entier de 32 bits, 4 octets. On va associer le décalage de 0 pour spécifier ce champ qui est le premier. Par la suite, le champ prix, c'est le prix en cents. C'est un entier aussi de 32 bits. Comme conséquence, la taille, c'est 4 octets et décalage plus 4. Et le nom, ça, c'est le pointeur adresse vers une chaîne de caractères. La taille d'une adresse est exprimée sur 8 octets en architecture RISC-V 64. Et on utilise le décalage plus 8.
c'est ça, c'est comme vous voyez, 4 plus 4, ça nous donne 8, plus 8 octets, ça nous donne 16 octets au total. Les champs doivent généralement être naturellement alignés. On aligne la structure sur l'élément du plus grand champ. Donc, dans l'exemple précédent, le plus grand champ possède la taille 8 octets. Ça, c'est notre nom, string. Donc, il faut aligner les deux autres champs sur la taille de 8. Et la taille de la structure est multiple du plus grand champ. Comme conséquence, ça peut laisser des trous qu'on appelle padding. Voici notre structure de données avec 3 champs définis précédemment, mais cette fois-ci avec alignement. Le code sur un multiple de 4, nom sur un multiple de 8, prix sur un multiple de 4 et la taille totale multiple de 8. Ce qui va nous donner la représentation de chaque élément de type produit sur 24 bits. Donc, c'est trois champs exprimés sur 8 octets chacun. On peut déclarer un produit. Comme vous pouvez voir, on va associer l'étiquette produit 1 et par la suite, on définit les champs. Notre code, c'est un entier de 4 octets. On utilise la directive .word. Par la suite, .word, ça c'est le prix en cents. Et double word, ça c'est notre adresse sur string. Et voici, c'est ça la déclaration de notre chaîne. Comme vous voyez ici, on utilise la directive string souris sans fil. Il faut faire attention aux alignements. Rars aligne pour nous. Ça veut dire qu'on écrit tel quel et tout est géré par le simulateur. Si vous voulez rouler vos programmes dans l'environnement GNU, il faut utiliser la directive .align. Pour faciliter la manipulation des données qui sont stockées dans les champs, on vous conseille d'utiliser, c'est plutôt comme c'est l'exigence, c'est on utilise la directive .eqv. Oui. Pour la diapositive d'avant, maintenant, si on utilisait l'environnement GNU, il y a ces points en ligne avec l'alignement à 2 pour le mettre à. Ça veut dire que c'est comme vous mettez .align avant les directives, avant les instructions lesquelles vous voulez aligner pour lesquelles. Donc, c'est ça, c'est vraiment comme vous spécifiez ça avant la déclaration, ça va. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin de mettre ces directives. Oui. Oui. Ça, c'est comme ça, c'est une variable concrète. Ça veut dire que vous, tout de suite, vous spécifiez produit 1 avec les données concrètes. C'est pas quelque chose parce que dans l'approche orientée objet, comme en Java, qu'est-ce qu'on fait? On déclare seulement dans chaque classe, on déclare les attributs. Et c'est le constructeur par la suite qui crée les objets et place les données concrètes comme contenu de ces champs. Ici, en langage, par exemple, c'est ça, c'est
mais non, c'est quand même en Java, on utilise l'opérateur new qui appelle le constructeur qui initialise. Ici, ça c'est le modèle aplati. Ça veut dire que ici, tout de suite, on crée instance avec cette déclaration. C'est pas quelque chose abstrait sans contenu réutilisable. C'est vraiment, on alloue déjà la mémoire et c'est un objet concret, mais c'est pas objet structure concrète avec les trois champs et dans chaque champ, déjà données sont là. Si on veut, il faut explicitement allouer l'espace produit 2 avec les données associées à produit 2. On verra avec vous, c'est aujourd'hui, qu'on peut faire l'allocation dynamique. Dans ce cas, on va plutôt utiliser une fonction d'allocation qui va nous retourner adresse d'allocation et par la suite, c'est ça, c'est à partir de cette adresse, on va plutôt comme mettre l'information concrète et on va voir ça comme un autre objet de type produit, une autre instance de type produit. Donc, on verra avec vous. Pour l'instant, c'est ça, c'est on crée la structure avec le nom produit 1 avec les données dans les champs. C'est le code 1234. Prix, c'est 19,95 sous. Et la description de ce produit, c'est produit cerise sans fil. Ah, mais on va arriver à ça. Pour l'instant, ça, c'est vraiment structure concrète qu'on a créée. Un seul élément, c'est tout. Donc, on va venir à cela. Donc, je répète que pour accéder au champ, il faut utiliser les déplacements pour faciliter l'accès. On va associer le nom symbolique avec chaque déplacement. Donc, comme vous voyez ici, produit code, ce nom symbolique va être associé au déplacement 0. Ça, c'est notre champ code. Produit prix, le déplacement 4, ça, c'est prix. Et produit nom plus 8, ça, c'est notre champ nom. Pour accéder au champ, on va utiliser les instructions de chargement, rangement, load store. Donc, load, chargement permet de lire le contenu de nos champs. Store permet de modifier le contenu de nos champs. Donc, comme vous voyez ici, la pseudo-instruction load adresse charge dans le registre R0 l'adresse de notre produit 1. Par la suite, on utilise load word pour accéder au contenu du champ prix. Comme vous voyez, S0, ça c'est notre adresse de base, plus le déplacement associé au champ prix et le contenu de cette adresse, de l'adresse spécifiée de cette manière, est chargé dans A0. Par la suite, on veut afficher le contenu du champ prix du produit. Le premier exercice, on va écrire un programme produit.s pour afficher le prix d'un produit initialisé. Par la suite, c'est ça, c'est afficher un produit en entier. On va utiliser la routine print produit qui va nous donner comme l'affichage comme suit. Code du produit 1234, 2 points. Par la suite, la description du produit cerise sans fil. Et dans les parenthèses, on va indiquer le prix avec le format 19,95 et symbole $. Et
Dans ce programme, on va initialiser un produit interactif. Et de manière interactive, on va utiliser la routine read. Ça, c'est plutôt comme dans l'exemple démontré, c'est plutôt on va afficher le produit déjà instancié. Par la suite, dans le lab, vous allez voir comment initialiser l'espace mémoire alloué à un produit de manière interactive. Regardons maintenant le code. D'abord, la structure en général du code. Par la suite, c'est ça, on va exécuter le code et finalement, on va regarder en détail de quelle façon on a implémenté euh, euh, tout ça. Ah, mais ça, non, c'est pas le bon programme. Ça, c'est plutôt avec l'allocation dynamique. Mais ça va être... je répète encore une fois, c'est ça, c'est ici, on définit les noms symboliques pour les déplacements et pour la taille de notre structure en octet. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ça, notre programme. Affichage du prix du produit 1, ça c'est le premier comme bloc dans ce programme qu'on va exécuter. Donc, comme vous pouvez voir ici, dans le registre S0, on va charger l'adresse du produit. Par la suite, on va charger le contenu du champ prix en jouant sur le déplacement et en utilisant notre adresse de base qui est S0. Donc, on va charger le contenu dans le registre A0 du champ et par la suite, on appelle printInt pour afficher. Par la suite, ça, c'est \n, saut de ligne, et on va afficher saut de ligne et on va afficher le produit au complet. Donc, ici, comme vous voyez, on va charger l'adresse du produit dans le registre A0 et on va appeler la méthode jump and link print produit. Donc, regardons c'est quoi quelle est l'implémentation de la méthode print produit. Ici, encore une fois, je souligne l'importance des commentaires dans votre TP2 et pour le TP3 aussi. Il faudra absolument de mettre les en-têtes pour vos fonctions. L'information à mettre dans l'en-tête, s'inspirer aux exemples. Donc, nom de la fonction, nombre de paramètres, c'est ça, c'est indication de leur type au besoin et aussi valeur de retour pour les fonctions qui retournent les valeurs. Si vous implémentez une procédure, comme dans ce cas, valeur de retour, il n'y en a pas, donc on peut en mettre l'indication sur ça. Ici, comme vous voyez, print produit, c'est le nom de la routine. Par la suite, description générale, qu'est-ce que fait cette routine, affiche un produit. Et le paramètre argument A0 contient l'adresse du produit à afficher. La méthode de print produit prend, comme vous voyez, load word, donc encore une fois, ici, comme vous voyez, on utilise les registres A1, A2 et pour les autres T0. Donc, pour moi, c'est un petit peu
c'est un petit peu non consistant comme règle. J'utiliserai personnellement T registres pour les 3 champs pour afficher, par exemple, où j'ai réutilisé comme oui, OK. Ici, c'est T0 plutôt sont utilisés pour faire les calculs intermédiaires. C'est à cause de ça, parce qu'on n'affiche pas tel quel. L'information, c'est pour cette raison T sont utilisés. Par contre, ici, lorsque on veut seulement de charger l'information sans aucun traitement. Donc, dans ce cas, on utilise les registres A. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Load word A1, on charge le contenu du champ produit code. Par la suite, à A2, on charge le produit nom. Et maintenant, c'est ça, c'est produit prix, quand même, on va manipuler. Le produit prix est donné en 100 et il faut, pour afficher comment ça a été demandé avec le format 19.95, donc il faut extraire le nombre de dollars à partir du prix en 100 et aussi de déterminer quel est le nombre de sous dans ce montant. Donc, c'est pour faire ce calcul, c'est ça, on utilise les T. Donc, dans T0, on va charger le prix tel quel. Par la suite, comme vous voyez ici, dans T1, on va charger l'opérande 100 et on va utiliser l'opération de division pour diviser notre prix en 100 par 100 pour extraire le nombre de dollars. Ça va nous former la valeur dans A3 et le reste de la division, c'est reminder. Opération, on va placer dans A4. Donc, ici, comme vous voyez, on forme les paramètres A1, A2, A3, A4. C'est quand même, c'est ça la raison pour utiliser ces registres dans le calcul. Comme vous voyez ici, A0, dans A0, on charge le produit forme A, on charge produit formaté. Produit format, ça c'est la spécification de quelle façon on veut afficher. Ça c'est adresse de cette spécification dans A0 et les autres paramètres A1, A2, A3, A4 sont utilisés comme argument de la méthode printf. Ça, c'est comme vous voyez l'appel tail printf. Printf, c'est la routine pour affichage. C'est pas nous qui créons, c'est plutôt comme c'est déjà prédéfini. Printf. Hein? Print, ça c'est allocation. C'est ça, c'est ici. Printf, ça c'est la définition de comment ça doit être comme oui, ça c'est défini déjà dans librairie. Je crois que c'est dans libs, printf. Ici, le format, comme vous voyez ici, c'est cette chaîne spécifie le format pour print produit. Donc, comme vous voyez ici, c'est une string.
Et ici, on spécifie le format. C'est le premier élément doit être formaté comme entier. Ça veut dire que c'est un entier. Par la suite, ça c'est chaîne. Et par la suite, les deux entiers. Ça, c'est les deux autres paramètres. Ce sont les entiers. Donc, on veut spécifier, c'est ça, c'est point et ajouter symbole $. Donc, ici, cet exemple vous montre de quelle façon les routines print sont implémentées en langage de programmation C ou en Java aussi. On peut spécifier les formats, en Python aussi. Oui. Est-ce que, en TP, on utilise des fonctions qu'on utilise dans le fichier de C'est normalement poser cette question au correcteur, qui est votre démonstrateur, si lui, mais pour moi, personnellement, ça va. Mais sauf que, je ne sais pas, si je vous dis oui, mais lui, il dit non. Donc, pour éviter cette comme malentendu, c'est plutôt poser cette question à lui. Mais je ne suis pas contre. Donc, ici, regardons, on exécute, mais sauf que je crois que l'option, mais ça va, c'est ça, c'est l'option, c'est déjà configuré pour compiler avec libs. Et regardez, c'est ça, c'est le premier affichage. Ça, c'est code souris sans fil 19.95. Donc, c'est tout, tout est beau. Nous avons vu que le premier appel à print int affiche le prix. Ça, c'est, comme vous voyez ici, c'est ça, c'est la valeur du champ produit prix avec la commande print int. Et deuxième, oui. Et ici, c'est ça, c'est qu'est-ce que nous avons vu, c'est comment le champ prix a été chargé dans le registre A0 et par la suite, cet argument a été utilisé par printint pour afficher. C'est ça. C'est ce que vous voyez maintenant sur l'écran. C'est ça. Ça, c'est regarder ce code. Produit 1, ça c'est l'adresse qu'on charge ici, adresse de notre produit 1. Par la suite, c'est ça, cette adresse est utilisée comme adresse de base. Plus on ajoute le déplacement, donc on spécifie le champ qu'on veut afficher, qu'on veut accéder. Dans A0, on charge le contenu de cette adresse qui correspond au contenu du champ prix. Et finalement, printint affiche entier qui correspond à au contenu du champ prix. C'est ce qu'on voit, ça, c'est le premier nombre qui est affiché, c'est le contenu du champ prix. Par la suite, c'est ça, nous avons fait le deuxième affichage. C'est encore produit 1 qu'on affiche et jump and link print produit permet d'afficher, c'est ça, c'est l'information sur le produit 1 dans le format spécifié. C'est la prochaine ligne. Tout le reste, on n'est pas encore vu. Donc, on va voir avec vous le prochain traitement et on va
c'est ça, c'est de regarder d'où proviennent ces deux autres lignes. Donc, jusqu'à date, nous avons vu ça. Il est 11h20, on va faire une pause. Euh, Maintenant, encore les données structurées. Un tableau, nous avons déjà vu comment manipuler des tableaux. Un tableau, c'est l'ensemble de données qui sont allouées de manière contiguë, des données concaténées. Un tableau de structure, c'est un ensemble des structures concaténées. Pour accéder à un champ, encore une fois, il faut faire l'arithmétique sur les adresses. Voici la vue de quelle façon on peut représenter un tableau de deux structures de type produit 1, produit 2. Et maintenant, on va discuter de l'allocation dynamique sur le tas. Les différents langages de programmation gèrent l'allocation dynamique différemment. L'allocation dynamique est non gérée par le programmeur. C'est normalement, on a dans les langages de haut niveau les fonctions qui sont définies soit dans les bibliothèques, par exemple, c'est Memory Allocation, malloc de C, ou l'allocation dynamique est gérée par le compilateur. Par exemple, en C++, on peut utiliser l'opérateur new. Dans ce cas, c'est le compilateur qui alloue l'espace mémoire dynamiquement. Ou on peut, l'allocation dynamique est gérée par la machine virtuelle ou interpréteur. C'est par exemple langage de programmation Java et son opérateur new. Les détails d'allocation dynamique sont cachés aux programmeurs dans les langages de programmation de haut niveau, mais pas en langage d'assemblage. C'est nous qui devons faire tout nous-mêmes. L'allocation dynamique est effectuée dans la zone spéciale en mémoire principale, c'est la zone tas d'allocation dynamique. Utiliser cette zone par les fonctions de librairie et opérateurs d'allocation dynamique, malloc, new, etc. Habituellement, est situé après le segment d'allocation statique data, croix vers les adresses supérieures. Donc, pile, croix, adresse supérieure vers les adresses basses. Ça, c'est le sens inverse. Les adresses basses vers les adresses supérieures. Pas de registre dédié. Les données de gestion sont en mémoire. Maintenant, on va voir avec vous d'abord l'implémentation du tas avec la gestion manuelle. Comment implémenter le tas par nous-mêmes? On peut déclarer un bloc d'octet dans le segment data. On va garder l'adresse du premier octet non alloué dans ce bloc et on va créer notre propre routine myallocator, myalloc, qui retourne l'adresse d'un morceau du bloc pour allocation. Il n'y a pas de support de l'environnement d'exécution, aucun registre ou instruction dédiée de l'architecture. Et maintenant, c'est ça, on va voir de quelle façon on peut
allouer un produit dynamiquement. Donc, on va regarder la routine alloc produit et par la suite, on verra de quelle façon on peut accéder au produit qui est alloué dans notre table et on va afficher le contenu du produit. On revient à notre exemple. C'est ça, c'est le bloc du code qui fait l'allocation d'un produit dans le tas manuel. On va appeler ça ta maison. Je vais vous montrer plutôt comment. C'est ça, c'est ici. Je vous rappelle que dans le tas maison, on va utiliser un bloc mémoire dans le segment data et c'est dans ce bloc on va allouer l'espace. Nous utilisons pour l'allocation manuelle, comme vous voyez ici, la méthode myAllocation, myalloc. D'abord, c'est ça, c'est regardons le programme myalloc. Le principe est simple. On prend comme paramètre adresse. On va chercher plutôt comme l'adresse du premier bloc disponible. C'est l'adresse du premier, comme de la première unité adressable et disponible pour l'allocation. C'est le contenu de notre variable alloc pointer. C'est ça, c'est on doit prendre comme ça, c'est le nombre aussi, non, c'est ici, comme vous voyez, donc je vais plutôt comme regarder les paramètres, qu'est-ce qu'on passe avec dans l'exemple présenté, pour l'allocation d'un produit dans le temps maison, qu'est-ce qu'on va faire? Comme vous voyez ici, dans le registre A0, on va charger les paramètres A0, A1, A2. 445 sur Istune. C'est le code par la suite. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ici, on charge dans le registre A0 le code du produit. A1, ça c'est notre prix en sous. A2, ça c'est l'adresse de la description. Ça, c'est les données qu'on veut sauvegarder dans notre structure. Par la suite, on appelle Jump and Link alloc produit. Donc, on veut maintenant sauvegarder les données dans la structure de données qui est allouée dans notre tas maison. Donc, alloc produit.
Ça, c'est alloc produit là. Allo initialise un produit dans le temps maison. Comme vous voyez, ça, c'est les arguments. A0, c'est le code du produit. A1, le prix. A2, non. Donc, c'est les trois champs. Les données qui doivent être sauvegardées dans les trois champs. Voici, ça, c'est notre temps maison. Comme vous voyez, ça, c'est notre point date. Segment. Et dans point data, c'est ça, c'est on va allouer l'espace, allocation space, ça c'est, comme vous voyez, c'est en hexadécimal 4000, ce qui correspond à 1 kilo-octet. Donc, on réserve notre tas d'un kilo-octet et allocation pointer, cette variable, va contenir l'adresse de notre espace tas. Et chaque fois, on va changer notre pointeur lorsque on fait l'allocation. Donc, au démarrage, c'est la première adresse de l'espace de tas. Par la suite, on va faire la mise à jour de notre pointeur pour allouer l'information dans cet espace d'adressage. Oui. Parce que dans les deux cas, pour le géant d'engagement, il y a un seul engagement. Mais Stack est utilisé pour les routines actives. Donc, on n'alloue pas là-bas les données qui sont comme créées, par exemple, avec l'opérateur new. C'est seulement appel de fonction, les variables locales, parce que je vous rappelle que lorsque on appelle une fonction, le mécanisme d'appel, par exemple, les fonctions et ici, ça c'est la fonction, c'est la définition. Paramètre 1, paramètre 2. Et ici, c'est return P1 plus P2. Et par exemple, on fait l'appel, c'est son. Et ici, donc ici, on fait x1 égale 1, int x2 égale 2. Et ici, on appelle somme x1, x2. Et on regarde ça dans int x3. Quand on fait l'appel de fonction, donc les arguments, ces expressions sont évaluées. C'est-à-dire que ici, lorsqu'on évalue x1, x1, c'est 1 qui est retourné comme valeur, comme résultat de l'évaluation. On évalue x2, ça nous donne 2 comme valeur, résultat d'évaluation. Par la suite, ça c'est, on saute à la fonction. Système implicitement va trier les variables locales, paramètres formels. Donc, système va copier les valeurs résultats d'évaluation. Ça, c'est le passage de paramètres par valeur. En Java, c'est les types primitifs utilisent ce mode de passage de paramètres. Et par la suite, ce sont ces variables paramètres sont utilisés pour faire le calcul.
par la suite, après avoir terminé le calcul, 1 plus 2 vaut 3. Ça veut dire qu'au retour, ici, tout ça est détruit. Et par la suite, c'est 3 qui est retourné et affecté là. Donc, dans la pile d'exécution, on sauvegarde les variables locales. Paramètres formels font partie. Aussi, nous avons vu qu'il faut sauvegarder aussi le contenu du registre RA dans l'architecture RISC. Dans les autres architectures, c'est adresse de retour. C'est encore ce système qui fait. Donc, pile d'exécution, cette zone mémoire est dédiée pour gérer les appels de fonctions. Donc, lorsqu'on fait alloc, allocation de la mémoire, donc c'est pas dans la pile qu'on alloue l'espace mémoire. Les variables, par exemple, ici, globales, qui sont déclarées, c'est ça, c'est ici, par exemple, x1 et x2, en langage C, lorsque des variables sont déclarées à l'extérieur de toute fonction, ce sont les variables globales. Dans ce cas, ces variables seront allouées dans le segment data. Donc, c'est vraiment qu'on associe non symbolique x1 avec adresse. Ici, ça va être ça. Non symbolique X2 va être associé à 2. Et donc, à chaque fois, lorsque dans notre programme, on va faire la référence à ça, on va plutôt comme le système va savoir où chercher cette information. Ça, c'est allocation statique. Allocation avant d'exécution. On sait déjà au moment de la compilation cette information. New opérateur, ça c'est l'allocation dynamique. On ne peut pas savoir c'est quoi comment initialiser les champs donc dans ce cas lors de l'exécution, c'est en Java par exemple, c'est ça, c'est machine virtuelle ou interprète en exécutant l'opérateur new va par la suite voir, ah voilà, on me demande de créer tel objet. Tel objet contient, par exemple, 3 champs. Par exemple, on veut créer l'objet produit composé de 3 champs. Et dans ce cas, notre interprète va comment accéder à la zone mémoire TA, et c'est dans cette zone va allouer comment allouer les champs et va retourner au programme adresse qui va être associé comme avec nom et par la suite, c'est ça, c'est ce nom va faire la référence à cette adresse dans la zone TA. Allocation statique, ça c'est segment data. C'est vraiment comme séparé. Nous avons les segments pile d'exécution, ça c'est fonction, zone data, allocation statique, zone heap, allocation mémoire, allocation dynamique. Mais tous ces segments se trouvent en mémoire. Donc, je vous ai déjà dessiné. Si nous avons segment .text qui est défini avec cette directive, ça c'est code exécutable, code machine. Nous avons .data, ça c'est quelque chose, comment, ça c'est allocation statique, zone mémoire. Et normalement, nous avons allocation, dans les différentes architectures, ces zones sont définies dans les différents espaces mémoire. C'est normalement zone d'allocation dynamique, pile et tas sont définis dans le même segment, mais sauf que stack, pile, évalue avec les adresses
hautes vers les adresses basses. Ça, c'est stack. Et ça, c'est dans l'autre sens. Ça veut dire que c'est dans le même segment, mais sauf que on alloue dans les sens différents. Et le système d'exploitation vérifie pour que ces zones ne se chevauchent pas. Ça veut dire que si vous faites comme les récursions à infini, dans ce cas, pour chaque appel récursif, le système d'exploitation va allouer les cadres dans la pile d'exécution. Chaque opérateur, par exemple, le new va allouer dans le tas. Et finalement, dès qu'on arrive à la limite de comment c'est parti, le système d'exploitation pourrait générer comme stack overflow. Donc, c'est comme on dépasse la capacité de la pile. Mais quand même, la borne la plus souvent comme est variable dans cette zone, mais dans certaines architectures, quand même, on fixe vraiment comme les zones de taille fixe. Pour stack, une zone de taille fixe pour ta autre zone. C'est vraiment, ça dépend des conceptions. Mais conceptuellement, vous devez voir quand même que logiquement, on a les deux zones séparées. Mais ça, c'est comme optimisation de l'utilisation de la mémoire, parce que pour les zones fixes, par exemple, si ta n'est pas utilisé cela, mais quand même, nous avons beaucoup de fonctions, c'est-à-dire que pile, quand même, va être quand même, va demander plus. Et en plus, si vous écrivez, si on écrit mal nos programmes, surtout en langage C, où allocation est gérée de la mémoire est gérée explicitement par nous, l'allocation dynamique, c'est-à-dire qu'on utilise malloc, on alloue l'espace, mais on ne libère pas cet espace. Dans ce cas, à certains moments, on va consommer beaucoup d'espace et ça influence, ça dégrade la performance, les performances d'exécution ou carrément, on peut comme segmentation fault. Ça veut dire que c'est ça, c'est les segments ont été épuisés de la mémoire et dans ce cas, on ne peut pas avancer. Système d'exploitation, dans ce cas, comme ferme votre programme et dit non, non, c'est pas possible d'avancer. Donc, ici, c'est ça, il faut voir découpage de la mémoire principale en zones logiques et il faut comprendre c'est quelle zone de la mémoire est utilisée dans quel contexte. Donc, ici, comme vous voyez, nous avons créé notre propre espace d'allocation dynamique dans la zone d'allocation statique. Donc, c'est dans le segment point data. Et par la suite, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait? On regarde de quelle façon on alloue notre produit. La routine alloc produit, c'est ça, c'est comme nous avons dit, prend 3 arguments. Ici, comme vous voyez, on va utiliser les 3 registres S0, S1, S2 pour préserver les arguments. Et on va utiliser, c'est plutôt, je reprends la phrase, et il faut absolument sauvegarder le registre RA parce que alloc produit va faire l'appel à la méthode d'allocation. Donc, contient la routine imbriquée. C'est pour cette raison que ce registre doit être préservé. Donc, on va stocker tout ce qui est nécessaire dans la pile d'exécution. C'est 1, 2, 3, 4 registres. 4 fois 8, ça nous donne 32 octets. Par la suite, on va préserver les arguments
dans les registres S0, S1, S2 et on va effectuer l'appel à la méthode myAlloc pour allouer l'espace pour notre produit, notre structure. Donc, on va charger comme paramètre adresse produit size dans A0, c'est le nombre d'octets qu'on veut allouer. Nous avons déjà spécifié le nombre d'octets. Produit size, c'est là, c'est 16 octets qu'on a besoin pour les 3 champs, les 2 champs de 4 octets chacun, et le 3e champ, c'est adresse du string qui est exprimé dans 8 octets. Donc, ça, c'est l'argument et myAlloc va retourner l'adresse du bloc alloué comme valeur de retour encore dans le registre A0. Donc, maintenant, regardons ici, ça c'est myAlloc encore une fois. A0, nombre d'octets à allouer. Dans A1, on va charger le contenu de la variable alloc pointer. Ça, c'est adresse du premier octet disponible pour l'allocation. Par la suite, comme vous voyez, on va charger, ça c'est... Ça, c'est adresse dans A1 pour former l'adresse de base. Le contenu de cette adresse, on va charger dans A2. Par la suite, on va ajuster notre nouvelle adresse pour la prochaine allocation. C'est notre ancien limite plus nombre d'octets à allouer. Ça nous donne la nouvelle valeur du prochain bloc disponible pour allocation et on sauvegarde cette valeur à allocation pointer ici, à cette adresse. Et finalement, comme vous voyez, la nouvelle, comme l'adresse plutôt de l'espace mémoire où il faut mettre les données en place comme valeur de retour. Donc, cette procédure nous fournit l'adresse. Ici, dans A0, on va avoir adresse où il faut stocker les éléments et on va mettre notre structure à partir de cette adresse. Donc, on va d'abord mettre le contenu du registre S0. Comme vous voyez ici, A0 est utilisé comme adresse de base, plus le déplacement. Donc, on va charger d'abord le code produit, par la suite à l'emplacement mémoire, on va charger notre prix et finalement pointeur adresse vers la chaîne qui spécifie la spécification. Donc ici, maintenant, dans la zone mémoire, on a alloué notre produit et pour terminer notre programme, c'est ça, c'est on va restaurer les registres et on va désallouer l'espace. Donc, après avoir alloué notre produit, ça c'est Jump and Link. Non, c'est pas ici, c'est ici. Jump and Link alloc produit. Donc, nous avons alloué notre produit dans le tas, dans la zone mémoire définie par nous-mêmes. Et par la suite, on appelle la méthode Jump and Link print produit qui va accéder. Ça, c'est print produit, c'est la même chose. A0 encore contient l'adresse
de l'espace mémoire qui stocke notre produit 2, et print produit accède cette adresse et affiche. C'est le même code qu'on a appliqué précédemment, mais ce qui a été changé, c'est plutôt comme le contenu de notre argument A0. Avant, notre argument A0 pointait vers l'adresse du produit 1 avec les données code 1234, etc. Mais cette fois-ci, après l'allocation, après l'allocation, c'est plutôt là. Après l'allocation, donc, c'est dans A0 se trouve, c'est ça, c'est les données qui étaient comme spécifiées comme paramètres au programme alloc produit. Comme vous pouvez voir ici dans la ligne, on bel et bien observe le résultat de l'exécution. C'est notre print produit ici va afficher le produit dans notre tas avec le code 5678, encore souris sans fil, et ça, c'est le prix. Et maintenant, on va regarder le troisième pour terminer cet exemple. On va regarder la troisième allocation. On peut utiliser le tas qui est géré par le simulateur RARS. Donc, mais quand même, je vais revenir vers la présentation. Ça, c'est l'explication du temps manuel, on vient de voir, mais ici, sur cette diapositive, vous voyez encore les explications détaillées. Je vous rappelle que myAllocation retourne une adresse sans savoir à quoi cette adresse va servir et l'adresse n'est pas forcément alignée pour l'usage. Ça, c'est comme encore les questions d'alignement. On peut forcer un alignement sur la taille de l'architecture. Par exemple, un RISC 564, c'est sur 8 octets. L'inconvénient de cela, ça, c'est fragmentation interne. Nous avons vu que chaque alignement des éléments qui sont plus petits que multiples de 8 octets, ça, c'est comme ça donne le gaspillage de la mémoire. Les problèmes de l'allocation dynamique manuelle, c'est chaque fois, il faut poser la question, c'est quelle quantité de mémoire il faut considérer. Si on utilise peu de la mémoire, on risque de la manquer. Si on utilise trop de mémoire, on gaspille. Il y a moins de mémoire disponible pour les autres programmes. L'environnement d'exécution est normalement responsable de l'organisation mémoire. Ça veut dire que c'est l'environnement d'exécution qui définit parfois les adresses des segments pour les textes data stack. En tout cas, c'est pas les usagers qui sont liés à cette gestion. Et je crois qu'on va terminer sur ce point. La semaine prochaine, c'est ça, on verra avec vous le temps en RARS. C'est ce qu'on va utiliser aussi pour les TP. Et pour aujourd'hui, c'est tout. Merci et à la semaine prochaine.